Ce n'est pas sa première projection, tant s'en faut. Et pourtant, il ne peut s'empêcher de ressentir une excitation toute particulière quant à celle qui va se dérouler ce soir. Une semaine plus tôt, flânant le long des boulevards d'Hollywood, il était tombé sur l'une des affiches du film présentes partout dans le pays. Il avait pu y lire à la dernière ligne des crédits, ne se détachant nullement des autres, la mention écrite par Quentin Tarantino, lui. Quentin n'est pas venu seul au 961 Broxton Avenue où la première s'apprête à commencer. En pleine pré-production de Pulp Fiction, dont le casting vient d'être bouclé, il en a profité pour réunir à ses côtés John, Bruce, Yuma, Samuel et le reste de l'équipe. Mais c'est une autre troupe d'acteurs qui est à l'honneur ici et que Quentin s'empresse de rejoindre sur le tapis rouge. Une bonne poignée de main à Brad Pitt, un tapement 5 à Michael Rapaport. Le scénariste est heureux de s'exposer devant le Man's Village Theatre de Westwood, lieu mythique s'il en est. En 1988, la Commission de l'héritage culturel de Los Angeles avait érigé la salle Monument historique culturel. Construit en 1931 dans le plus pur style renouveau colonial espagnol, les premières prestigieuses y avaient été légion et se poursuivaient encore. Récemment le premier Terminator ou le Batman de Tim Burton. Et c'est dans ce temple du 7e art que va se raconter ce soir non pas le voyage dans le temps d'un cyborg ou les aventures d'un justicier milliardaire, mais l'histoire d'un simple mortel. Parmi tous les spectateurs confortablement installés dans leur fauteuil rouge, personne ne le sait mieux que Quentin lui-même, car c'est sa vie qui est sur le point d'être étalée sur la place publique. Les lumières s'éteignent, on n'entend plus que le claquement de la bobine dans le projecteur. Que va donner l'adaptation de ce scénario, écrit 6 ans plus tôt? À l'époque, courant après l'espoir de percer dans le cinéma, le jeune cinéaste s'efforçait enfin d'achever un script sans y parvenir, découragé avant la fin. True Romance fut le premier qu'il mena jusqu'au bout. Faute de pouvoir le réaliser, on ne lui laissa sa chance qu'un peu plus tard avec Reservoir Dogs. Il dut céder les droits de ce scénario qui, de main en main, finit par atterrir chez Tony Scott, pour le plus grand plaisir de Quentin, fan du flic de Beverly Hills 2, Jour de tonnerre et Top Gun. Avec cet homme de talent aux commandes, c'est sûr, son récit aura de la gueule. Jailhouse Rock, he was everything Rockabilly's about. I mean, he is Rockabilly. Mean, surly, nasty, rude. In that movie, he couldn't give a fuck about nothing. Just rocking and rolling, living fast, dying young, leaving a good-looking corpse, you know? Et en effet, les moyens sont au rendez-vous, sans que cela ne dénature les personnages. Les proches de Quentin dans la salle ne devraient pas tarder à le remarquer. Clarence, le héros, c'est lui. Et cette réplique d'introduction, une ressucée de sa première réalisation avant Reservoir Dogs, film autoproduit et inachevé, My Best Friend's Birthday. House Rock is everything Rockabilly's about. I mean, he is Rockabilly. Mean, nasty, rude. I mean, he couldn't give a fuck about anything except rockin' and rollin', live fast, die young, and have a good-looking corpse. Non seulement le protagoniste de My Best Friend's Birthday s'appelait déjà Clarence, mais de surcroît, Quentin ne laissait alors planer aucun doute quant à sa source d'inspiration, interprétant lui-même ce rôle qu'il avait façonné à son image. C'est-à-dire celui d'un fan d'Elvis. Le King résume à lui tout seul l'attitude à laquelle aspire Quentin, celle d'un rebelle, un performeur qui aime provoquer par ses danses endiablées, un sale gosse né pour choquer l'Amérique et ringardiser sa bonne vieille country. C'était aussi un karatéka de talent avec sa ceinture noire 8e dan, ce qui a certainement charmé l'amateur de films d'arts martiaux. Presque logiquement, en 1988, alors que Quentin cherchait aussi à se produire devant la caméra, le seul rôle qu'il obtint fut celui d'un membre d'une bande de sosies d'Elvis dans la série Les Craquantes. Sauf que contrairement à ses camarades, il n'eut nul besoin des costumiers, son dressing contenant déjà tout le nécessaire. Mais son amour du rockabilly, reflétant à merveille l'homme sulfureux qu'il est, la rockstar qu'il rêverait de devenir et le cinéma qu'il compte produire, n'est que la surface de ce que dévoile la première scène de True Romance. Après avoir déclaré que s'il était contraint de coucher avec un homme, ce serait Elvis, Clarence tente le tout pour le tout en invitant au cinéma la fille qu'il vient de rencontrer.
Au programme, la trilogie Street Fighter avec Sonny Chiba en tête d'affiche. Who's Sonny Chiba? He's bar none the finest actor working in martial arts movies today. You want to take me to a kung fu movie? 3 kung fu movies. I don't think so. Qui peut espérer séduire une inconnue en proposant d'aller voir Street Fighter, étrangement traduit en français par Autant en emporte mon nunchaku, Return of the Street Fighter et The Street Fighter's Last Revenge. Quentin Tarantino. Le scénariste a non seulement injecté en Clarence son penchant pour les films asiatiques, mais l'a en prime condamné à ramer comme lui avec les femmes. Car loin du Don Juan, et d'Elvis aussi malgré la banane, Quentin est l'archétype du nerd avec son front haut, son menton proéminent, sa voix nasillarde et son rire digne de Beavis and Butthead. Heureusement capable d'autodérision, il prend un malin plaisir à caricaturer l'image qu'il renvoie dans ses diverses apparitions à l'écran, celle du cinéphage obsessionnel, imitant en permanence des scènes d'obscurs films d'exploitation, un moulin à paroles se perdant en analyse méta, mais bien inhabile quand il s'agit de courtiser une demoiselle. If you'd like, maybe we could go out and have a bite and come over to my place and we could watch it together. That's really nice, but I'm kind of busy. Now, I want to ask you something about what you were saying. Is that like, wait, is that ancient history or is that recent history? No. I'm actually no ancient. No. Are you? Do I have to mingle or are you coming back? Clarence subit la même déconvenue. Ce n'est pas encore cette fois qu'il trouvera la personne avec qui partager sa passion du grand écran. Soit, il ira seul se délecter des cabrioles du légendaire Sonny Chiba. Et là, l'inespéré se produit. Au cinéma, dans une salle presque vide, une femme plantureuse, Alabama, fait irruption et renverse son popcorn sur Clarence. Les deux jeunes gens sympathisent, boivent un verre, se découvrent de nombreux points communs dont parmi eux, chose incroyable, l'adoration du King. Sur sa lancée, Clarence emmène sa nouvelle amie dans son sanctuaire, un magasin de comics où il travaille depuis 4 ans. Il n'en tire que le salaire minimum, mais ici, il se sent bien. Pretty friendly with most customers, so I just hang out, bullshit, read comic books. Évidemment, pour Quentin, cet endroit est un travestissement à peine dissimulé de son sanctuaire à lui. En 1983, avant de faire carrière à Hollywood, son expertise hors du commun lui avait valu d'être embauché dans un des vidéoclubs les plus réputés de LA, Video Archives. Well, this is where the world-famous Video Archives was. Chaque film qu'il lançait l'emplissait d'un tel enthousiasme que vous vous sentiez obligé de louer la foutue cassette, se souvient un des anciens clients du vidéoclub. Je me rappelle qu'il avait conseillé avec ardeur Infidèlement Vôtre à ma mère et à moi un James Bond, sans doute les diamants sont éternels. Après visionnage, on a tous les deux pensé que c'était bien plus amusant lorsque c'est Quentin qui en parlait. Because he was like the star of the store since if Lance you was needed the star to, of the store too. well, yeah, but he didn't know as much as you did, so Tous les clients et même les habitants du quartier connaissaient le grand gars au gros menton. On sentait que ce type prenait plaisir à gérer son stock de VHS et ce n'était pas qu'une impression. Quentin était le plus heureux des hommes, au point de mettre de côté ses ambitions pendant 3 années en dépit de la paix dérisoire. Western, thriller, péplum, giallo, chambara, slasher, quel que soit le genre, Quentin pouvait en parler des heures. Il ne se lassait pas de démontrer l'inventivité du montage des prises de son de Travolta dans Blowout, de détruire des immeubles invisibles entre les rayons de la boutique, mimant les kaijus de la guerre des monstres. Parfois, face à un auditoire amusé, il en tenait de sa voix grinçante My Raffle Pony and Me, façon Dean Martin dans Rio Bravo. La clientèle voulait du sérieux ? Ce n'était pas un problème. Le voilà qui partait dans une interprétation des longues pauses de Pierrot le Fou ou dans l'élaboration de théories complexes et insolites sur la pop culture. Des bavardages dont les personnages de ses futurs films seront les porte-paroles. J'ai toujours préféré Leonard Hatchett. Si ce n'est que Leonard n'a jamais fait un film aussi bon que le Kid. Le grand moment de la poursuite du Kid, super. Let me tell you what Like a Virgin's about. It's all about a girl who digs a guy with a big dick. The entire song, it's a metaphor for big dicks. Clark Kent is Superman's critique of the whole human race. Sa ligne de conduite, placée au même niveau des choses habituellement hiérarchisées. En somme, d'apprécier autant un Big Mac que la gastronomie, autant les séries B que les films d'auteur.
Philosophie qu'il professera tout au long de sa carrière, en témoigne sa réponse à la question « Quel film conserver si l'humanité devait s'éteindre ?» The final climax of Jackie Chan's Police Story 3. That is directed by Stanley Tong. Cette conception a marqué l'entourage de Quentin, et heureusement. Video Archives n'était pas que son paradis, ce fut aussi un foyer d'opportunités pour un jeune homme qui a très tôt quitté l'école. Si on peut se passer de l'université, pense-t-il, être un autodidacte, il est difficilement possible de se passer du réseau que l'on y crée. Le sien, ce fut ses clients et ses collègues, des cinéastes et producteurs prometteurs pour certains, qu'il pouvait séduire à la force de ses opinions singulières. L'opiniâtreté comme arme pour tisser des liens et avancer, Clarence en est également pourvu. Il en use tout au long de True Romance, notamment à la fin pour se mettre dans la poche un producteur. You know, Lee, most of these movies that win a lot of Oscars, I can't stand them. They're all safe geriatric coffee table dog shit, you know? We park our cars in the same garage. Sorry. All those assholes make are unwatchable movies from unreadable books. Mad Max, that's a movie. The Good, the Bad, and the Ugly, that's a movie. Rio Bravo, that's a movie. And Coming Home in a Body Bag, that was a fucking movie. I don't believe you. Okay, that is so exactly my philosophy and my feeling about movies at that time and being an opinionated movie geek. Having a strong opinion in Hollywood is like a superpower because a lot of people don't. And there's an old adage, right, that somebody told me. The way it kind of works in Hollywood is when you go into a meeting, the one with the strongest opinion in the room wins. I normally have the strongest opinion in the room. So I've kind of went okay. And that's exactly how Clarence is doing this right here, right now. Cependant, la personnalité ne fait pas tout. En parallèle de ses années location de cassettes, Quentin redoublait d'efforts pour se faire remarquer. Il participait en vain à pléthore de castings et finança de sa poche ce qui devait être son premier long métrage, My Best Friend's Birthday, qui, au terme de 3 ans de travail, ne fit que le décevoir par son amateurisme. Amateur peut-être, mais il préfigure le style tarantinesque, et des parties sont reprises telles quelles dans True Romance, la tirade sur Elvis, mais aussi certaines ficelles scénaristiques. Alabama, qui s'appelle aussi Alabama dans My Best Friend's Birthday, est en réalité une call girl payée par un ami pour que Clarence fête son anniversaire en meilleure compagnie que ses acteurs préférés. No, I'm a call girl and there's a difference, you know. Qu'une fille s'intéresse spontanément à lui, c'était trop beau pour être vrai. Néanmoins, la nuit qu'ils ont partagée était trop vraie pour ne pas être belle. C'était un arrangement? Qu'importe. Les deux paumés sont tombés amoureux et plus rien ne les séparera. S'ensuivent mariage, tatouage, tous les moyens bons pour officialiser leur idylle. Et si l'amour consume son cœur, une obsession dévore l'esprit de Clarence. Régler son compte à l'ancien Mac d'Alabama, un salopard violent à l'en croire. Prétextant aller chercher des affaires, Clarence part à la rencontre d'un dénommé Drexl. Un nouvel avatar de Quentin Tarantino. Du commissaire au marchand d'armes intergalactique, en passant par le sorcier ou le vampire, Gary Oldman peut décidément endosser tous les rôles. Ici, il est dans la peau de Drexl, un proxénète à dreadlocks s'exprimant en ébonique, une variété linguistique parlait des Afro-Américains. Quand Clarence demanda à Alabama si Drexl est noir, la réponse fait immédiatement écho à Tarantino. Is he black? He thinks he is. He said his mama was an Apache, but I suspect that he's lying. Un blanc qui joue les noirs, revendique ses lointaines origines amérindiennes, Cherokee dans le cas de Quentin. Voici encore quelques traits d'un homme fasciné depuis l'enfance par l'univers black. Une de ses facettes les plus sujettes à controverse. Le réalisateur affirme être très proche des communautés noires d'Amérique, de par ses fréquentations, l'école où il est allé, et son goût pour la blaxploitation. On a tous vécu plusieurs vies, expliquera-t-il au Guardian en 1998. J'ai été noir dans une autre vie. Ne vous fiez pas à la pigmentation, c'est un état d'esprit. OJQ, il affirmera autrefois avoir été un esclave noir américain. C'est juste un pressentiment, un truc que je sais. Le genre de conviction qui le persuadera qu'il est l'homme de la situation pour aborder le sujet de l'esclavage dans Django. Si le film en lui-même sera le plus gros succès commercial de sa filmographie, les critiques n'en seront pas moins nombreuses. La chercheuse à l'IRCAV, Célia Sauvage, lui reproche de fonder sur une simple intuition mystique son droit de s'approprier l'événement le plus important de l'histoire de la communauté afro-américaine,
son droit de dire ce que signifie être un esclave noir dans l'Amérique du 19e siècle. Toujours selon elle, Tarantino est inconscient que présenter la couleur de peau comme secondaire, en faire un état d'esprit que l'on adopte ou abandonne à l'envi, est un privilège de blanc. Il ne suffit pas à un noir de minimiser l'importance de sa couleur de peau pour échapper à la perception qu'en ont les autres. Ainsi, lorsque Quentin se croira légitime à user du mot nègre dans la plupart de ses films, tel Jackie Chan qui tente d'imiter Chris Tucker dans Rush Hour, What's up, my nigga? ce qu'il avait déjà commencé à faire avec Reservoir Dogs, Fucking guys acting like a bunch of fucking niggers, man. You working niggers, huh? Just like you two. Always think they're gonna kill each other. la pilule aura parfois du mal à passer, comme pour Spike Lee qui refusera d'aller voir Django par respect pour ses ancêtres. I can't disrespect my ancestors. Le duel Clarence-Drexler n'est en fait rien d'autre qu'un duel Quentin-Quentin. Autant Drexler représente son appartenance revendiquée à la communauté afro-américaine, autant Clarence son comportement de bad boy, refusant de se dégonfler face aux noirs habitués à voir les blancs se coucher. Plus jeune, Tarantino était un bagarreur, une petite frappe ayant à son actif plusieurs petits séjours en prison, amenés là pour trafic de drogue dont il ne se cachera pas d'être resté un consommateur occasionnel. Quant à son tempérament sanguin, l'âge ne l'apaisera pas, en témoigne cette altercation face à un paparazzi improvisé. What are you doing? Hey, don't do that. Don't do that again. Bref, Quentin n'a pas peur, et Clarence non plus. Son sosie fictif se débarrasse de Drexler et récupère ce qu'il croit être la valise d'Alabama, valise qui s'avère en fait être bourrée de cocaïne. De quoi les rendre riches, de quoi commencer une nouvelle vie loin des usines de Détroit. Mais pour cela, il faut vendre la poudre. Les Bonnie and Clyde à la sauce tarantinesque partiront donc pour Los Angeles où un ami acteur pourrait les aider, après s'être assuré de ne pas être poursuivi. Un passage chez son père s'impose. L'ex-policier pourrait avoir des renseignements. But what makes you think that I would do that? Jesus fucking Christ, after Mom divorced you, did I ever ask you for anything? No, I didn't. The whole fucking time you were drunk, did I ever get mad and point my finger at you? No, I never did. Everybody else did, but I didn't. This is the most single autobiographical scene I've ever read. Not that any of this happened or anything, but this was me dealing with my stepfather. Or I never met my real father, but I had a stepfather, Kurt. You know, he was my father for basically, you know, from I think from 2 to, like 10 or something. And then he split. But, in that infancy and toddler time, that was my father. That's my speech to him. That would be me talking to my stepfather in this situation. Everyone blamed you about this. I never did. I tried to make your thing as easy as possible, your responsibility. So it's very interesting. A couple of things like this happen in a few other scripts. Au fil des années, on reprochera régulièrement à Tarantino de faire du cinéma pour du cinéma, d'enchaîner des séquences cool dépourvues de toute substance. Du pur divertissement en somme. Dans le monde de Quentin, sorte de Tarantino Cinematic Universe, avec ses personnages liés les uns aux autres, les règles du jeu semblent bien différentes du réel. La quasi-intégralité de sa filmographie prendra des aspects de bande dessinée. Pourtant, malgré ce primat de l'esthétique, certaines scènes font brusquement redescendre les spectateurs sur Terre. Après les révélations de Bill dans Kill Bill sur les raisons aberrantes qui l'ont poussé à tenter d'assassiner son ex-femme, à la suite d'heures de massacres, de combats contre un panthéon d'adversaires aux reflets mythologiques et de citations cinématographiques, quelques lignes de dialogue offrent tout à coup matière à s'identifier à ces personnages faits de chair et de tourments. Béatrix, après tous les efforts déployés pour assouvir sa vengeance, finit par rejeter la faute sur elle-même. Why didn't you tell me? I don't know. Dans Pulp Fiction, Butch retourne aider son ennemi Marcellus en proie à 2 violeurs, apportant un peu de compassion et d'humanité dans un monde où règne gangster, drogue et cruauté. Ces rares brèches sont une façon pour Quentin de donner les clés du sous-texte de ses films, lui qui aime tant le dénicher chez ceux des autres. Mais c'est une démarche inconsciente, et son inconscient, il préfère ne pas s'en mêler. Cela, il l'a décidé en janvier 1992 au festival du film Sundance, en pleine séance d'écriture. Ce jour-là, la neige tombait sur Salt Lake City et un flocon vint délicatement se poser sur la peau de Quentin.
C'était la première fois qu'il voyait autre chose que de la pluie tomber du ciel. Los Angeles ne s'était pas recouvert d'un manteau blanc depuis 1962, l'année précédant sa naissance. Une expérience inédite qui en cachait une autre. Des amis réalisateurs lui avaient fait part du travail d'analyse qu'ils accomplissaient sur les scripts qu'ils comptaient adapter, pour mieux en saisir le sous-texte avant de les mettre en images. Cela l'intéressa tant qu'il voulut se prêter lui aussi à l'exercice sur sa propre création. Au chaud, dans son bungalow, Quentin se mit à griffonner compulsivement des réflexions sur la scène de Reservoir Dogs qui lui semblait la plus évidente à disséquer. Celle où Mr. Orange à l'agonie se fait conduire dans un entrepôt par Mr. White. Policier infiltré, il supplie son camarade de le déposer à l'hôpital, chose à laquelle ne se risquerait jamais un gangster. Au gré des mots, Quentin prit conscience que son film racontait une histoire de relation père-fils, sujet qui semblait donc l'obséder secrètement, que Mr. White était le père métaphorique de Mr. Orange, qui lui était son fils métaphorique. Un fils ayant trahi son père et qui, à mesure qu'il noue des liens avec lui, culpabilise de lui mentir. Un père appréciant trop son collègue fils pour le soupçonner d'une telle tromperie, bien qu'un autre personnage, Joe Cabot, père métaphorique de Mr. White, se doute de la supercherie. And what happens when Joe gets there? He kills Mr. Orange. And then actually Mr. White has to choose between his father, his spiritual father, his metaphorical father and his metaphorical son. And naturally he chooses his metaphorical son and he's wrong. But he's wrong for all the right reasons. That was pretty heavy. And I was like, wow, that's really cool. That's deep. There's a lot of there. Well, I'm glad to know my work has such depth. I'm glad to know that the roots extend that far deep, but I never want to know about those roots again, because I know they're there, and I don't want to tell a father-son story. I want to tell my gangster story. The father-son story will take care of itself. The father-son story is for everybody else who invests in it, and the father-son story is there because it is deeper than just a robbery. But me, I want to deal with the robbery. Qui sait les autres bouts de vie que l'inconscient de Quentin a disséminés dans ses autres films. Ils seront en tout cas autrement présentés que dans True Romance, dans lequel les références intimes continuent d'affluer sans prendre la peine de se cacher. Dick Ritchie, l'ami acteur de Clarence, restitue le calvaire des innombrables castings passés dans l'espoir de devenir acteur. Floyd, le coloc de Dick Ritchie, personnifie ses propres colocs de cette période difficile, feignant, juste occupé à fumer des bangs et regarder la télé, vautré dans le canapé. Enfin, le dialogue entre Clarence et Alabama sur fond de piste de décollage évoque son enfance à South Bay aux abords d'un aéroport qui incarnait tout ce qui lui était inaccessible, échapper au quotidien, découvrir le monde, s'amuser. Really frustrating living next to an airport when you ain't got shit. Vient l'acte final. Au prix de rudes épreuves, Clarence obtient un rendez-vous chez un producteur célèbre qui consent à lui acheter sa cam. Mais ils ne sont pas seuls, les rejoignent les membres d'un gang, véritable propriétaire de la cocaïne, et la police qui a flairé l'opportunité de faire une belle prise grâce à un retournement rocambolesque. L'issue d'un tel rassemblement ne fait aucun doute pour Tarantino, le Mexican Standoff, l'impasse mexicaine. Holy shit. Chacun braque son prochain, nul ne peut appuyer sur la gâchette sous peine de déclencher un déluge de feu et de mort. La tension est palpable. Bientôt, elle s'emparera de Quentin à la simple évocation de ce procédé. Pour cause, il deviendra le symbole d'une accusation qu'on lui fera tout au long de sa carrière, celle de plagier et hontément. Les prémices de ce reproche s'esquisseront les mois qui suivront la sortie de True Romance, dans le numéro 53 du magazine Empire, mettant en lumière non pas seulement l'empreinte de l'impasse mexicaine au cinéma hongkongais, mais aussi le fait que Reservoir Dogs ait la même structure narrative que City on Fire de Ringo Lam, film et réalisateur eux aussi hongkongais. Pour enfoncer le clou, un cinéphile acharné, outré par cette découverte, créera une vidéo comparative saisissante intitulée « Who do you think you're falling ?» Qui est-ce que tu crois berner, dans l'intention de faire tomber celui qui était devenu son héros. Joe, trust me on this. You've made a mistake. He's a good kid. Well, let me set the record straight here. I wrote True Romance in 85 or 86. But the point being, other than old school kung fu movies,
which is like, the ones in the 70s, like, the Shaw Brothers films and the, some of the early Jackie Chan films, and then, Bruce Lee movies and stuff. From that moment, I hadn't seen the new wave of Hong Kong movies of, like, I wasn't to see them, like, for another, like, 3 or 4 years later. So the very first Mexican standoff scene that I ever wrote in my stuff came from my obsessions with Mexican standoffs. So, by the time the movie was made, I was already a John Woo fan and seen a bunch of other stuff and whatever. But, like, as far as writing it the very first time, it was not influenced by Hong Kong movies. It's what I'd always wanted to do. I have no problem taking anything I want. I have no problem, I believe great artists don't do homages, they steal. Neophytes do homages, artists steal. But that was something I didn't steal. That, as far as I'm concerned, Mexican standoffs are as much mine as they are anybody else's. Si les grands artistes piquent, alors Reservoir Dogs est un casse. Un premier essai à la fois signature, prélude à bien des égards d'une filmographie à venir, mais aussi baigné d'influence, si bien que la frontière entre inspiration et pompage s'avère ténue. Mais assez bien gardé pour ne pas confondre les deux films, ne serait-ce parce que l'un et l'autre ne sont pas du même acabit, l'un a marqué les esprits, l'autre à peine. Beaucoup des idées que Quentin emprunte proviennent de longs métrages d'une qualité dite discutable, d'un genre considéré comme peu sérieux ou de niche, qu'il réintègre dans son moule si singulier. Le cinéaste n'est pas un copieur mais un colleur, découpant des dizaines et des dizaines d'images pour en former des puzzles uniques, vernis de sang et de poudre. La colle de ces assemblages, l'écriture. À elle seule, elle le démarque d'un banal movie geek désireux d'exhiber sa culture cinématographique. Les spectateurs la reconnaissent à ses thématiques et son style éclaté, fait d'analepse. Et ce qui étonne après le visionnage de True Romance, c'est que la trame s'est déroulée de manière bien classique et linéaire pour du Tarantino. C'est normal, Tony Scott, tout fidèle au script qu'il fut, a complètement remanié l'ordre des scènes. Initialement, le dialogue sur Elvis devait directement laisser place au règlement de compte chez Drexl, produisant un effet de contraste surprenant entre le calme tamisé du bar et la tempête de violence qui y succède. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cela ? S'interrogerait le spectateur. Le film continuait sur la fuite à Los Angeles, où, interrogé par son ami acteur sur les circonstances de sa rencontre avec Alabama, le récit de Clarence engageait un long flashback débutant sur la scène du cinéma. Le retour en arrière terminé, l'intrigue reprenait où elle s'était arrêtée pour se conclure normalement. L'acte 1 entrait dans le vif du sujet, les personnages en savaient plus que les spectateurs. L'acte 2 comblait les interrogations, les spectateurs rattrapaient leur retard. L'acte 3, celui qui justifiait cette chronologie alambiquée selon Quentin, rendait le spectateur omniscient au fait de tous les tenants et aboutissants de la confrontation à venir. Des techniques de narration habiles à la hauteur d'un romancier. Quentin s'en revendique. Ainsi ira-t-il chapitrer ses films, jouer avec la temporalité et s'autoriser des longs dialogues plus usuels dans les livres qu'au cinéma. Mais il n'y a pas que la structure qui a été modifiée du script de True Romance. Alors que le producteur acheteur de cocaïne s'insurge de la trahison de son jeune assistant qui l'a vendu à la police, encore un conflit père-fils, et que l'impasse mexicaine dégénère en fusillade générale, un homme survit. Clarence. And obviously the outcome of the movie is very important, and I don't think Quentin really quite understood why I did the end that I did, even though I supported it with, I thought, good reasoning in terms of I felt that the audience had spent time with and fallen in love with these characters and wanted to see these characters win as opposed to lose. Ce fut un long débat entre Tony Scott et Quentin Tarantino, si long que 2 conclusions du film furent tournées. Dans l'une, Clarence meurt, dans l'autre, non. Était-ce trop prévisible pour le mauvais garçon que tout soit bien qui finisse bien ? I'm not going to give you the satisfaction of feeling bad. I should laugh. Because you don't deserve any better. I could get another guy like that. I'm hot looking. What are you? Dead. Dumb jerk. Asshole. But I say, I felt cheated with that end. I felt cheated emotionally because I wanted to play out the romance of these characters winning. As I say, it's so operatic and it's like a nursery rhyme to me, you know. Devant le générique, Quentin reconnaît une chose. Que ce dénouement correspond plus à ce que Tony Scott a fait du matériau original, un conte de fées au Roland trash. C'est un bon film.
Les réactions sont très positives, Quentin sort du cinéma satisfait. Le succès devrait être au rendez-vous. Il n'en sera rien. Un échec. True Romance est un échec commercial. L'exploitation en Amérique parvient à peine à rembourser les 13 millions de dollars du budget. Plus qu'un coup dur pour Tony Scott, ce bid prend des allures providentielles aux yeux de Quentin. Si ce film, mouture mainstream de son scénario, ne marche pas, jamais ces films sans compromis, moins accessibles, ne lui feront accéder au rang de grand. N'ayant réalisé que Reservoir Dogs au résultat prometteur quoique restreint à une frange du public initié, il se croit condamné à rester un artiste de l'ombre, triste réalisateur épigone de ces groupes de rock cultes dont on n'entend jamais une chanson à la radio. And I thought that was kind of, I guess, my lot in life. And True Romance kind of seemed to kind of just prove it. And I would never make a hit. You know what people consider a hit. All right, so I better keep my budgets low, so they can like at least do okay in a cost ratio wise. And I remember literally thinking when the thing of True Romance didn't hit, I guess Pulp Fiction isn't going to do well either. All right, it'll probably do about the same. So just no, that's just what you're doing. All right, so make the movie as good as you can because it's not going to be good. So you better be happy with it and try not to spend that much money on it. C'est quand même terrible pour vous de savoir que vous pourriez jouer plein d'autres choses et comme vous êtes un gars vachement baraqué, hein, comme d'autre part vous êtes ceinture noire de karaté, comme il était champion de boxe thaï, il est condamné à faire des rôles de costaud. You think so? Vous croyez? En exprimant son souhait d'interpréter d'autres rôles que la brute épaisse, Dolph Lundgren est loin de s'imaginer que l'assistant qui a ramassé les crottes de chien sur la plage où il a tourné sa vidéo de sport Maximum Potential, le premier boulot de Quentin en lien avec Hollywood, s'apprête à marquer l'histoire du cinéma. L'assistant a fait du chemin depuis et donne une conférence de presse où il explique déjà que Great artists steal, they don't do homages. Devant le parterre de journalistes venus lui poser des questions, une chose est évidente. Pulp Fiction suscite l'intérêt. Même s'il pense que 3 couleurs rouges remportera la Palme d'Or. Puis quelques jours plus tard, à la cérémonie de remise de prix, Clint Eastwood, le président du jury, désigne le vainqueur. Pulp Fiction. Improbable. L'outsider de la croisette, âgé d'à peine 32 ans et encore peu connu, s'érige instantanément en réalisateur prestigieux. L'occasion pour lui de pouvoir faire sa rockstar lorsque des hurlements de mécontentement se font entendre. Pulp Fiction lui prouve à sa sortie en salle que film indépendant et reconnaissance est possible, que son cinéma peut toucher le grand public. C'est le début d'une grande aventure cinématographique où se succéderont des œuvres marquantes, permettant même à True Romance de gagner petit à petit, pour ce qu'il est et ce qu'il représente, le statut de film culte. À l'image de son auteur. Girl, you be my son. Aujourd'hui marié depuis 2018 avec une femme de 21 ans sa cadette, avec une carrière toujours au sommet et près de 30 années d'activité, l'histoire de Quentin Tarantino semble prendre tout droit le chemin de celui qui l'aurait refusé à True Romance s'il l'avait réalisé, un happy end. I just got married 6 months ago. And I've never done that before, and now I know why I was waiting for the perfect girl. You be my son, girl. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus et c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!